Pour compléter les vidéos du chapitre 4, à la page 36 de mon chapitre, je vais répondre à la dernière question de la section 1.12 de Séguin, la question instantanée 2, que j'ai intitulée « Le pendule », parce que c'est l'objet de la question. Donc, vous pouvez prendre connaissance de la question à la page 147 de Séguin. Je vous ai fait un dessin, puis je ne l'ai surtout pas effacé, là, pour qu'on puisse, parce que la fin de la question, c'est un justifié, donc on va essayer d'expliquer ce qui se passe, d'illustrer, pas juste de justifier, mais d'illustrer correctement ce qui se passe. On s'arrête, on lit la question, on revient. On pourrait traduire la question par, quand on est aux deux extrémités, sur le dessin, j'ai mis l'objet accroché à sa corde T0 ici, puis là, elle se met à descendre, T1, T2, T3, T4, elle remonte de l'autre côté jusqu'à T6. Donc la question pourrait se traduire, quand on est aux deux extrémités, est-ce que l'accélération totale est nulle, puis est-ce que l'accélération centripète est nulle? Donc j'ai mis AC au temps 0, est-ce que c'est égal à AC au temps 6, puis est-ce que c'est 0? Intuitivement, on pourrait dire oui, peut-être, mais il faut le justifier. Est-ce que l'accélération totale à ces deux points-là, A0, A6, sont égales à 0? Commencez par regarder le dessin. Évidemment, on voit que l'objet commence immobile, donc son vecteur vitesse augmente, et son vecteur vitesse va être maximum quand il va passer vis-à-vis l'horizontale. Quand il se remet à monter, son vecteur vitesse rediminue jusqu'au temps qu'il arrive à 0. Fait que quand on le regarde en termes de vecteur vitesse, je peux dire qu'à T0, le V0 vaut 0. À V1, il est plus grand que V0, puis à V2, il est plus grand que V1. Puis à V3, ce que je viens de vous dire dans mes propres mots, c'est à cet endroit-là qu'il va être maximum, puis évidemment, il est plus grand que V2. À temps 4, le vecteur vitesse a commencé à diminuer, donc il est plus petit qu'à V3. À V5, il est plus petit qu'à V4. À V6, il est de nouveau égal à 0. Et j'ai même dessiné l'objet qui repartait de l'autre côté, à T7 ici, avec son vecteur vitesse qui commence à réaugmenter. Donc à T7, j'ai à nouveau une vitesse plus grande qu'un 0, puisqu'il n'y avait rien à V6. Puis je l'ai dessiné également à T8, mais que dans le fond, il est de retour au même endroit qu'à T5. Là. Fait que T5, T6, T7, oups, je repasse à T ici, au même endroit, je suis rendu à T8. Donc, par rapport à V5, étant donné que je repasse au même endroit, ce que je vais avoir gagné en vitesse, ce que je vais avoir perdu en vitesse, je vais le regagner en revenant. Donc, V8 est égal à V5 à cet endroit-là. Et c'est plus grand qu'à T7. Okay. Bon, c'est ce qui était mentionné ici. Évidemment, première remarque, on voit que l'accélération centripète, on a dit que c'est V carré sur R. Donc, lorsque V augmente, l'accélération centripète augmente. Et lorsque V est égal à 0, on a des situations où ce que V est égal à 0, V carré sur R. Fait, pour les endroits où la vitesse est égale à 0, V carré sur R, ça va donner un 0 sur R, ça va donner 0. Donc, il n'y a pas d'accélération centripète à ces endroits-là. Mais est-ce qu'il y a une accélération totale? S'il n'y aurait pas d'accélération, l'objet resterait immobile. L'accélération sert à changer le mouvement d'un objet. Donc, s'il n'y aurait pas d'accélération à T0, l'objet ne décollerait jamais vers le bas. Puis, s'il n'y aurait pas d'accélération à T6, il ne repartirait pas vers l'arrière. Donc, je ne peux pas avoir une accélération égale à 0. Fait qu'ici, j'ai expliqué pourquoi l'accélération centripète est égale à 0, mais au niveau de l'accélération totale, à ces endroits-là, où est-ce que ça vaut 0, l'accélération totale va être à la fois l'accélération centripète, qui vaut 0, plus une autre accélération. Comme on le faisait tout à l'heure, pour avoir l'accélération totale, on prenait toujours l'accélération centripète plus l'accélération tangentielle. Et dans ce cas-ci, on va dire que ce n'est pas égal à 0, sinon l'objet serait resté là. On n'aurait pas fait varier sa quantité de mouvement. Puis qu'est-ce qui est l'accélération tangentielle dans ce problème-là? Qu'est-ce qui la crée? Bien évidemment, j'espère que vous comprenez que le pendule se met en mouvement à cause du G, à cause du champ gravitationnel terrien. Donc le A tangentiel est une fraction du G. Ce n'est pas 100% du G. Ça serait 100% du G si l'objet monte jusqu'à l'horizontale, parce que là, le G serait par en bas, puis il serait tout à fait tangentiel
à la trajectoire circulaire. Ici, le G pointe vers le bas. Donc, l'accélération qui est dans le sens qui est tangentiel, qui est parallèle, c'est une partie de G qu'il faut calculer en fonction des angles, si les angles seraient connus. Donc, j'aurais 100% de G au moment où je suis vis-à-vis de l'horizontale, si le point est remonté jusque-là. Puis 0G lorsque je suis à T3. G pointe vers le bas, il est parfaitement perpendiculaire, donc il ne crée pas d'accélération tangentielle, mais je ne serai pas plus égal à 0 parce que là, j'ai plein d'accélérations centripètes à ce moment-là. Donc l'accélération n'est pas égale à 0, puis je continue à faire varier le mouvement. Ici, au niveau vectoriel, on va décocher ce qui manquait. On était au point T5, quand on repasse T5 puis T8, c'est au même endroit. On voit qu'en montée, V5 est vers là, puis en descente, V8 est vers là. Donc l'un est l'inverse de l'autre. Eux sont inverses également en termes de composantes. Je n'ai pas vraiment partie de l'explication.